Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de La Voix est libre, le rendez-vous politique de la rédaction de France 3 Poitou-Charentes. Aujourd'hui, je reçois deux femmes parlementaires. Corinne Imbert, sénatrice de Charente-Maritime, Les Républicains, bonjour. Bonjour. Et Véronique Massonneau, députée de la 4e circonscription de la Vienne du Parti écologiste, bonjour. Bonjour. Une sénatrice et une députée pour parler entre autres de la rentrée parlementaire, une rentrée mouvementée et marquée bien sûr par la volonté du président de la République de réformer la Constitution pour y inscrire la déchéance de nationalité et l'état d'urgence. Véronique Massonneau, le chef de l'État avait critiqué Nicolas Sarkozy quand ce dernier faisait voter des lois dans l'urgence. C'est exactement finalement ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que François Hollande fait du sarkozysme ? Non, je ne pense pas, mais effectivement, il a réagi dans l'urgence. Et au moment du congrès de Versailles, on a tous applaudi son discours parce que nous étions juste après les événements et nous avions besoin de nous retrouver. Mais en réécoutant précisément et en relisant son discours, on s'est aperçu malgré tout qu'il y avait des nuances dans la manière d'aborder les choses. Et voilà, la déchéance de nationalité, moi personnellement, je suis contre. J'aimerais mieux trouver une peine qui corresponde au crime commis, c'est-à-dire que le crime au même crime, la même peine, voilà. Parce que là, ça crée en fait deux catégories de Français, tout le monde l'a dit, les binationaux et les Français. Et donc, je trouvais que c'était assez maladroit. Pourquoi pas indignité nationale, mais nous allons en discuter le 5 février à l'Assemblée nationale. Nous allons prendre part évidemment aux discussions, voir si on peut amender le texte. Pour l'état d'urgence... On va en parler un peu après, oui, si vous voulez bien. Corinne Imbert, est-ce qu'il n'y a pas de précipitation du côté de François Hollande ? C'est forcément une réaction un peu précipitée. D'ailleurs, on voit bien que le texte qui sera soumis au Parlement n'est peut-être pas le texte qu'il avait annoncé il y a quelques semaines. Il consultait toute la journée justement sur ce sujet à l'Élysée. Donc, nous allons voir ce qu'il va en ressortir. Ça a été aussi, et peut-être... si on peut lui trouver une explication à cette précipitation, le phénomène et l'agression que nous avons connue sur le territoire français a été tellement énorme que la réaction du président de la République a été avec cette importance et cette réactivité aussi importante. Je crois que vous êtes favorable à l'inscription de la Constitution de la déchéance de nationalité ? Écoutez, ça dépendra comment elle sera rédigée, mais a priori oui. A priori oui, même si je considère que c'était avant tout une mesure symbolique et qu'elle ne règle en rien ni la lutte contre le terrorisme, ni ne décourage ceux qui veulent s'attaquer à notre pays. Est-ce que la droite n'est peut-être pas piégée par le président de la République par rapport à cela ? Je ne sais pas, non. La droite n'est pas piégée. C'est peut-être la gauche qui se sent un peu piégée, puisqu'on voit que c'est sur la la gauche, elle est divisée pour le coup. Mais la droite, vous êtes tous d'accord, la droite est d'accord avec... Vous savez, nous étions dans l'union, Véronique Massonneau vient de le dire, après les événements, au moment de la convocation du Parlement au Congrès, nous étions dans l'union républicaine. Nous avons tous applaudi le président de la République. Il y avait une union nationale. Mais on change la Constitution dans ces moments-là. La question, elle est là vraiment. Est-ce que c'est le bon timing pour changer une Constitution pour... Quand on change la Constitution, d'abord, c'est pas si souvent que ça, et c'est forcément en réaction à quelque chose. Et là, c'était un événement majeur. Moi, franchement, je pense que la déchéance de nationalité n'était pas indispensable. Voilà, ça reste vraiment symbolique. Mais si elle est proposée par le président de la République et si le Sénat et l'Assemblée nationale sont d'accord sur les termes du projet, je la voterai. Donc, tout ça pour quelque chose qui n'est pas indispensable. Est-ce que vous faites des distinguos entre la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité pour les binationaux ou voire les mononationaux et l'état d'urgence? Je rappelle que vous-même, Véronique Massonneau, vous avez la double nationalité franco-belge. Eh bien non. Non, tout le monde le pense, mais il n'y a pas de convention. Il n'y avait pas de convention à l'époque où je suis arrivée en France entre la Belgique et la France. Et donc j'ai choisi de prendre la nationalité française. Et non, je ne suis pas binationale, même si ma culture est binationale, même si mon cœur appartient aux deux pays, mais je ne suis pas binationale. Je voulais revenir sur un détail qui n'a pas du tout été développé. Et après, vous me direz si vous faites le distinguo entre la déchéance et le prolongement et la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Absolument. Il y a évidemment l'inscription dans la Constitution, la modification de la Constitution, mais il y a aussi les lois qui vont être ensuite votées, qui mettent en place la manière dont cette Constitution va être mise en place, cette modification de la Constitution. Et c'est là qu'il faudra bien vérifier dans la loi les contours
quels sont exactement les critères qui seront retenus, parce qu'il n'y a pas que la modification de la Constitution, il y a aussi la loi ensuite pour la mise en place de cette modification. En amont, ça éviterait de devoir faire attention en aval. Oui, absolument. Sur le distinguo, allez, j'y reviens à vous, Corinne Imbert. Est-ce que vous faites bien le distinguo entre déchéance de nationalité et prolongement de l'état d'urgence dans la Constitution ? Tout à fait. Mais vous êtes favorable aux deux, de toute façon. Tout à fait. Et là, le Premier ministre vient d'annoncer qu'il prolongeait l'état d'urgence, et je trouve qu'il a raison. De façon permanente, finalement, puisqu'il a déclaré que ça serait jusqu'à ce que Daesh soit éradiqué, donc on peut imaginer qu'on ne sait pas pour demain. Et vous êtes favorable à ce que l'état d'urgence soit permanent en France ? En tout cas, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, tant que la menace terroriste est ce qu'elle est aujourd'hui. Vous ne pensez pas qu'il y aura toujours une menace terroriste pendant des années et des années ? J'aimerais bien que ce ne soit pas le cas. Évidemment. Et s'il y en a, ça ne vous dérange pas qu'il y ait quand même un état d'urgence permanent en France ? Non, parce qu'avant tout, le président de la République, le gouvernement, doivent assurer la sécurité de nos concitoyens. Nous avons des gens qui... Ça veut dire qu'on ne peut pas assurer la sécurité des concitoyens sans l'état d'urgence ? Écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, les événements étaient suffisamment graves, suffisamment importants pour que l'état d'urgence ait été pris. Le président de la République a eu raison de le faire. Et je trouve qu'aujourd'hui, le Premier ministre a eu raison d'annoncer la prolongation de cet état d'urgence. Je fais le distinguo entre les deux, mais ce qui est sûr, c'est que les lois qui découleront de tout cela sont aussi importantes que la décision de la modification de la Constitution. Véronique Massonneau, vous faites le distinguo, je crois. Oui, et puis je reviens à la déchéance de nationalité. Ça peut être mis aussi dans les mains d'autres gouvernements, d'autres extrêmes, et on voit déjà les tentatives. Oui, comme l'état d'urgence. Les tentatives de modification déjà du texte et d'un élargissement notamment de ce qu'est le terrorisme ou les délits de terrorisme. Donc, si j'ai bien compris, vous voterez contre la déchéance de nationalité dans la Constitution. Oui. En revanche, pour ce qui est de l'état d'urgence, vous posez des questions. L'état d'urgence, j'aurais aimé, moi, qu'on puisse le prolonger, mais avec des délais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je sais pas, là, il y a une prolongation, il y a un amendement qui sera déposé par notre groupe. Pour 3 mois supplémentaires. Pour 3 mois supplémentaires. Et je pense que c'est plus sérieux et puis plus juste, parce que on pourra de nouveau voter une prolongation si besoin, mais pas la laisser comme ça dans le temps, parce qu'il y a aussi des lois qui, normalement, précisent comment fait-on quand il y a des attentats ou autres, mais en dehors de l'état d'urgence, il y a déjà une loi qui existe et qui pourrait être mise en place. Sécurité toujours et encore. De plus en plus de villes souhaitent armer leurs policiers municipaux. C'est le cas de Châtellerault, mais aussi de Saint-Benoît, près de Poitiers. On en parle juste après ce reportage que nous avions diffusé mercredi sur notre antenne. Opération de sécurisation et de contrôle des personnes, c'est la mission du jour. Les agents de la police municipale munis de tonfa et de gilets pare-balles ont été répartis dans Châtellerault. Dans quelques mois, ils pourraient être aussi armés d'un revolver, un Manurin 38 SP. Cette arme permettra de renforcer aussi le sentiment de sécurité vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Donc on a un certain nombre de citoyens qui s'étonnaient de ne pas voir la PM de Châtellerault armée, de commerçants également, qui nous disaient « oui, mais si je me fais braquer, vous ne serez pas en mesure de répondre à cette attaque ». Ils seront équipés après une formation très encadrée de 9 jours et demi. Un suivi tout au long de l'année est aussi au programme. L'actualité de l'année 2015 a pesé sur la décision de la mairie de Châtellerault. Le geste d'un individu déséquilibré, fragile, qui arrive avec une arme blanche ou qui, tout d'un coup, a un geste irréfléchi, écoutez, on a besoin aussi de se protéger contre ce type de situation. 2 autres communes de la Vienne, Saint-Benoît, situé près de Poitiers, et Chauvigny, ont décidé de suivre le même chemin. Certaines associations, comme la Ligue des droits de l'homme, ne soutiennent pas l'idée d'armer la police municipale. C'est une sorte d'abus de pouvoir de la part des élus, parce que les missions des polices municipales, c'est pas du tout d'affronter les criminels comme ça, avec des armes. Elle rentre dans le cadre du bon ordre, de la salubrité publique, de la sûreté des citoyens, mais pas du tout d'être dans une situation d'affrontement armé. Aujourd'hui, les municipalités attendent la décision de l'État pour armer leurs policiers municipaux. Ces derniers n'auront le droit d'utiliser leurs armes qu'en cas de légitime défense. Faut-il armer en armes létales les policiers municipaux, Véronique Massonneau ? J'ai été très circonspecte à l'annonce de l'armement donc des policiers municipaux. Je pensais, moi, que c'était plus la mission des policiers
nationaux et les gendarmes, la gendarmerie, et que les policiers municipaux étaient plus dans une mission d'accompagnement, de prévention, évidemment. C'est ce que dit le responsable de la Ligue. Oui, d'ailleurs, on est assez proche. Je n'avais pas entendu son analyse de la chose. J'aurais préféré qu'on évite l'armement des policiers. Après, il y a une formation, et ça n'est utilisé qu'en cas de légitime défense. Mais on sait très bien. On sait, 9 jours, c'est pas grand-chose, mais bon. On sait très bien que le fait de porter une arme va peut-être modifier le comportement. Et ça, c'est un peu difficile. Jusque-là, les policiers municipaux étaient plus dans le paysage, plus de la médiation, de la prévention et une mission d'accompagnement. Corinne Imbert, vous faites partie de ceux qui ont envie de voir des policiers municipaux avec des armes létales ou simplement, par exemple, des tasers ou des pistolets à balles en caoutchouc? Non, je ne suis pas spécialement favorable à ce que les policiers municipaux soient équipés d'armes létales. Je trouve que les tasers, déjà, par exemple, sont des armes suffisantes. Chacun son rôle, même s'il y a de la formation pour les policiers municipaux. Je crois que c'était pas... On sent qu'on est dans l'escalade, là. On passe à l'économie. François Hollande a présenté lundi son plan pour l'emploi, plan très critiqué, tant à droite qu'à gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, Véronique Massonneau. Je critique pas pour le moment, parce que ce texte, on a entendu les grandes annonces, mais on a été reçu par Myriam El Khomri pour alors, justement exonération des charges sociales pour les entreprises qui embauchent des jeunes de moins de 25 ans, idem pour l'apprentissage. Il n'y a pas grand-chose de neuf, finalement, dans ces nouvelles mesures, non? Attendons déjà d'avoir les textes, mais là, sur l'emploi, soyons humbles. Hein. La gauche s'est plantée, la droite s'est plantée. Nous n'avons pas fait mieux jusque-là. Donc déjà, l'annonce d'un plan, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Donc on attend et on voit. Oui, mais les 500 000 chômeurs ont été aussi beaucoup critiqués, les 500 000 chômeurs qui allaient être formés. Aujourd'hui, on en a 630 000 qui sont formés. Ça va faire donc plus d'1 million. Si les moyens y sont, ça n'est pas qu'une variable d'ajustement des chiffres du chômage. Moi, je pense que ça peut être une vraie mesure intéressante. Corinne Imbert, l'union sacrée demandée par Jean-Pierre Raffarin a éclaté. Est-ce que c'était finalement une bonne idée? Bonne idée, ça, oui. Pardon. Ta collègue a répondu. Écoutez, on peut tous en rêver, mais effectivement, dans la réalité, on voit bien que c'est compliqué. C'est compliqué à porter. À suivre. Vous aussi, à suivre. On attend et wait and see. Le canard enchaîné de cette semaine montre que les propos, en tout cas de François Hollande, étaient un copier-coller un peu de Raymond Barre dans la fin des 70. Est-ce que ça vous inspire, ça? Écoutez, j'ai été... des recettes qu'on réutilise. J'ai entendu dans une émission l'acteur Vincent Lindon critiquer ce type de mise en forme, parce qu'il n'y a rien de plus facile de sortir du contexte et de faire des comparaisons comme celle-là. C'est vrai que réinventer, c'est compliqué. Je pense que les mesures qui sont mises en place seront intéressantes si on va vers des filières innovantes, vers de la formation qui correspond aux métiers en tension. Alors, il faut évidemment rafraîchir tout ça et essayer d'avoir justement ça en tête. C'est des filières nouvelles qu'il faut mettre en place. On en parle depuis tellement longtemps, on parle de transition énergétique, on parle d'isoler les logements, etc. Il faudrait que maintenant on passe le pas. La région est en charge de la formation, eh bien qu'elle mette en place des formations justement pour former des chômeurs et aussi d'autres personnes pour aller vers ces filières-là. Corinne Imbert, quelque chose à rajouter par rapport au plan sur l'emploi? Non, pas grand-chose, si ce n'est que les entreprises, ce qu'elles attendent. Les nouvelles filières, c'est ce que dit Véronique Massonneau, c'est sur quoi il faut aller, c'est la solution, elle vient là. C'est une solution. C'est une solution. Voilà. Ce qu'il faut avant tout, c'est que les entreprises aient des perspectives, qu'elles retrouvent, qu'elles puissent des marchés, des débouchés, etc. Et à partir de là, elles embaucheront. Je veux dire, les aides à l'emploi, c'est, j'allais dire, presque anecdotique. Les entreprises, c'est pas ça qu'elles attendent. Ce qu'elles attendent, c'est des perspectives, des possibilités de produire et de vendre ce qu'elles produisent. C'est, voilà, avant tout, c'est cela. D'ailleurs, c'est les marchés. Moi, j'ai décidé quand j'aurai le texte, d'aller voir les syndicats des entreprises et les directeurs, enfin les PDG des employeurs, pour soumettre le texte pour une fois autour d'une table avec les acteurs du territoire, là, du coup, parce que c'est cela que je vise en premier. Et puis Châtellerault est quand même... Enfin, le lien entre le législatif et oui, mais avoir... alors, c'est mon boulot aussi après de choisir. Hein. C'est pas parce qu'ils vont me dire que ça ou ça, mais il va... C'est très bien quand même d'aller voir les acteurs sur le terrain parce qu'ils savent aussi
vous dire qu'avec des exemples très concrets, voilà, ça ne fonctionnera pas, ça fonctionne. On enchaîne, on a vu la semaine dernière dans cette émission Leonardo DiCaprio vanter le courage de Ségolène Royal dans les questions environnementales. Cette semaine, c'est Pamela Anderson qui s'est fait remarquer en venant à l'Assemblée nationale pour demander la fin de la pratique du gavage des animaux pour fabriquer du foie gras à cause du mal fait aux canards et aux oies. Véronique Massonneau, je me tourne vers vous, bien sûr. Est-ce que la venue de la starlette signe le degré zéro de la politique, comme l'a déclaré le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob? J'avoue que j'ai été aussi, moi, très surprise, pas parce que c'est Pamela Anderson, mais parce qu'inviter le people à l'Assemblée nationale, je ne vois pas l'intérêt. Nous avons des arguments de fond sur les textes que nous présentons. Quel est l'intérêt? Ça devient anecdotique, du coup. Et j'en profite que je suis à votre antenne pour répondre aux critiques qui me sont faites, notamment par les réseaux sociaux. Évidemment que je suis contre la maltraitance animale. Je suis fille d'agriculteur, je sais très bien comment on soigne un animal et comment on essaye qu'il soit le mieux soigné possible. Simplement, le gavage des oies, il faudrait trouver des solutions alternatives. Pour le moment, je sais qu'il y a notamment des évolutions qui sont mises en place, mais faire une proposition de loi avec une ligne qui dit nous interdisons le gavage des palmipèdes. Oui, j'en mange, bien sûr. Je ne suis pas une fan inconditionnelle, mais j'en mange. Non, mais c'est pour vous montrer que cette proposition de loi, elle ne fait que le buzz. Elle ne propose rien. Et en plus, elle va faire du mal à une filière qui compte quand même 30 000 salariés. Et peut-être aussi à la politique. Est-ce que ça n'est pas quelque chose qui fait du mal à la vision que les Français ont de la politique? C'est exactement ce que j'allais vous dire. Je crois que pour redorer l'image des politiques et de la politique au sens noble du terme, je crois que c'était tout sauf ça. Donc vous êtes en colère, il y en a un autre qui est en colère, il s'appelle Dominique Bussereau, député, président du département de la Charente-Maritime, mais aussi président de l'Assemblée des départements de France. Et à ce titre, il a déclaré cette semaine se préparer à entrer, je cite, dans une guerre totale avec l'État. Les départements sont en effet confrontés à une hausse des prestations sociales en même temps qu'une baisse des dotations de l'État. Résultat, l'argent manque. On écoute Dominique Bussereau. Notre marge de manœuvre, c'est d'expliquer au président de la République, qui sera peut-être candidat à sa succession l'année prochaine, qu'il ne peut pas s'aliéner des 102 départements, qu'il ne peut pas laisser tomber les titulaires du RSA et qu'au moment où nous avons besoin de croissance et d'emploi, il faut que les départements puissent continuer à investir. Par exemple, en Poitou-Charentes-Aquitaine, Limousin, nous avons des contrats de plan. Nous payons avec l'État des opérations ferroviaires, routières, fluviales, des ports, universités. Tout ça, si demain nous sommes asphyxiés par les dépenses sociales, nous ne pourrons plus le financer. Corinne Berg, il a raison d'alerter sur les difficultés financières du département. Est-ce que c'est un chantage indigne d'un élu? Écoutez, je suis la première vice-présidente de Dominique Bussereau en Charente-Maritime. Oui, il a raison, c'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui. Alors soyons clairs, il y a quelques années déjà, l'État ne compensait pas complètement la dépense qu'avaient les départements au titre des allocations individuelles d'action sociale, que sont l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation du handicap et surtout le revenu de solidarité active, le RSA. Mais depuis 2-3 ans, c'est une catastrophe pour les départements. Il y a des départements, et Dominique Bussereau ne cesse de le répéter, une dizaine de départements en France qui ne pouvaient pas payer le RSA en fin d'année. D'autres qui avaient construit leur budget en 2015 sur 11 mois. Donc oui, c'est une réalité. Oui, il a raison de tirer la sonnette d'alarme et de... Jusqu'à faire le chantage. Oui. Oui, et si demain il faut que les départements ferment leurs portes et arrêtent tout sur une journée complète, je le soutiendrai, il a raison de le faire. Est-ce que la réforme territoriale des régions ne met pas finalement en cause l'existence même des départements, Véronique Massonneau? Au départ, c'est vrai que les départements, dans la première version, devaient être supprimés et les intercommunalités prendre donc un certain nombre de compétences. Mais pour revenir sur ce que vous avez dit, Madame Imbert, on a demandé à la France de réduire son déficit. Je me souviens, là, la droite criait qu'il fallait à nouveau, encore plus réduire ce déficit jusqu'à des 150 milliards. Aujourd'hui, on est à 50 milliards. Et maintenant, c'est vrai que les dotations versées à toutes les collectivités, d'ailleurs, ont diminué. Donc il y a un discours et les pratiques. Mais attendez, il y a quand même une mission. Évidemment, il y a quand même des difficultés, c'est évident. Il y a une mission aujourd'hui qui a été confiée à Christophe Sirugue et qui remet à plat toutes les comment on appelle ça, tout ce que le département verse, pas les compétences, mais pas les dotations non plus. Oui. Les minima sociaux, pardon. Les allocations individuelles d'action sociale. Tous les minima sociaux, et notamment le RSA. Et il y a même une réflexion sur le fait de retransférer la partie finance du RSA à l'État.
mais la partie insertion au département. C'est pas fait, mais en tout cas, il y a une réflexion pour que les départements soient tous à la même. Un dernier mot à la même rapidement, enseigne. Mais les départements contribuent à l'effort du redressement des comptes de la nation, bien évidemment, puisqu'ils connaissent aussi des baisses de dotation. Mais en plus, ils ne perçoivent pas, pour la Charente-Maritime, c'est 25 à 30 millions d'euros en 2013, en 2014, en 2015, qui n'ont pas été reversés au département. Donc c'est une catastrophe. Et vous évoquez la survie des départements, puisqu'effectivement, il avait été question de les supprimer. Ils ont été maintenus. Au sein d'une grande région, c'est important, mais on est en train de leur tordre le cou sur le plan financier. On parle de région. Alain Rousset n'est pas un écologiste, il est un socialiste, favorable à la LGV Bordeaux-Toulouse, proche des chasseurs. Pourtant, il a fait liste commune avec Europe Écologie Les Verts pour les régionales, une alliance qui fait grincer les dents dans le parti écologiste. Résultat, Christiane Freis et Thierry Grassi, qui s'étaient présentés au municipal à Poitiers face à Alain Claes, ont quitté Europe Écologie Les Verts et démissionnent aussi de leur mandat de conseillers municipaux. On écoute Christiane Freis. Ça fait longtemps que je n'étais pas tout à fait en phase avec les orientations stratégiques du parti. Je suis toujours en phase avec le programme que porte Europe Écologie Les Verts. Et les régionales, le choix qui a été fait de faire alliance avec le PS... Ça passe pas. Ça ne passe pas. Alain Rousset, c'est surtout quelqu'un qui appartient au Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste, et notamment le gouvernement, a pris une orientation libérale qui fait que le PS, aujourd'hui, a du mal à se situer sur l'échiquier politique à gauche. Vous avez l'impression de manger trop de couleuvres, d'avaler trop de couleuvres. Au-delà des couleuvres, c'est plutôt que j'ai l'impression de faire le grand écart. Et c'est une position inconfortable et je ne suis pas acrobate. Voilà, Véronique Massonneau, Christiane Freis démissionne d'Europe Écologie Les Verts pour cause d'alliance avec un parti socialiste trop droitier, alors que vous avez quitté Europe Écologie Les Verts parce que vous estimez que le parti est peut-être trop à gauche. C'est radicalisé. Est-ce que l'unité de l'écologie politique est une mission impossible en France ? C'est compliqué l'écologie politique, mais elle est indispensable. Et moi, je suis très heureuse que nous ayons 2 vice-présidents au sein de cette grande région. Et en plus, géographiquement, nous en avons un à Loudun. Vous savez bien que Loudun avait très très peur, le nord du territoire avait très très peur d'être oublié. Parce qu'il y en a qui disent que c'est la porte d'entrée, mais ça peut être aussi les confins de cette grande région. Et donc, on leur a confié en plus des thèmes précisément écologiques, puisque c'est la transition énergétique et la biodiversité. Et je sais que le travail sera fait. Alors, moi, c'est ma vision des choses. J'aime mieux être en action, c'est ce que Françoise Couton a dit d'ailleurs, vraiment aux manettes que de regarder passer les trains, c'est le cas de le dire, puisque vous avez parlé de la LGV. Est-ce que vous serez candidate à votre propre succession aux prochaines législatives ? Tiens, tant que je vous tiens. Oh bah ça, c'est une question qui n'a rien à voir avec le reste, mais oui, bien sûr. Oui. Est-ce que ça n'a aucun lien avec votre démission des Verts ? Ah non. Oh, mais, non, s'il vous plaît. Non, mais c'est une question qu'on pourrait se poser, ça n'a rien à voir. Vous êtes élu aussi avec l'appui du Parti Socialiste, c'est pour ça dans votre... Oui, mais je vais continuer. J'ai un suppléant socialiste qui est vraiment, qui fait son boulot de manière extraordinaire et qui en plus donc est totalement bénévole puisqu'on sait qu'ils n'ont pas de statut. Non, mais encore une question. J'ai bien compris. Je voulais parler après, je passe à Corinne Imbert. Les observateurs de la vie politique, vous verrez bien en cas de remaniement au gouvernement. Est-ce que ça vous plairait ou alors pas du tout ? Oui, mais alors là, c'est l'Arlésienne. Je crois que mon nom, on sort tous les noms. J'ai l'impression. Je sais, oui. Je suis pas sûre que ce soit un cadeau. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de savoir. Si vous diriez oui si on vous propose ou c'est même pas imaginable. Non, c'est pas imaginable, je dirais pas ça. Peut-être dans un gouvernement emmené par Manuel Valls. Si le ministère, le secrétariat d'État, personnes en situation de handicap se libérait. Donc le message est envoyé. Corinne Imbert, pour qui voterez-vous aux primaires de la droite qui auront lieu en novembre ? J'aimerais que Bruno Le Maire soit candidat. Pour l'instant, il n'a pas officiellement annoncé sa candidature. Il devrait l'être. Craignez-vous que, en tout cas, la bataille entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé ne se transforme en guerre, et en guerre des mots particulièrement ? J'espère que non. J'espère qu'on n'ira pas à décision, et j'espère que cela se fera de façon intelligente. Ce sont des hommes d'État, et je compte sur eux pour que tout se passe bien. Pour qui voterez-vous à la présidence départementale de votre parti en Charente-Maritime le week-end prochain ? Jean-Louis Léonard ou Alexandre Grenot ? Alexandre Grenot. Donc vous faites le choix du renouvellement de la classe politique ? Oui. Vous n'êtes pas nombreux apparemment. Non, si mais j'ai bien lu la presse. Vous savez, je crois qu'il y a eu des messages forts envoyés par les Français. Je crois qu'il faut les entendre. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont depuis longtemps dans la vie politique n'ont plus leur place. Mais il y a aussi... Et la jeunesse n'est pas une garantie de réussite. Je crois que voilà. Mais il y a des gens compétents qui sont jeunes. Il y a des gens qui sont dans la classe politique depuis longtemps, dans la vie politique française depuis longtemps et qui ont encore toute leur place. Mais il se trouve que sur les 2 exemples que vous m'avez cités, vos 2 questions, effectivement, j'ai choisi
les plus jeunes. On peut vous imaginer succéder au président de la Charente-Maritime, à Dominique Bussereau, Non, je ne pense le pas. jour venu? Non. Ça vous intéressera pas? Mais je pense pas. Bon, Véronique Massonneau, on vous a vu danser il y a quelques jours à Coussay-les-Bois dans la Vienne avec le maire de la commune lors d'une manifestation, d'une marche festive d'environ 500 personnes contre l'installation d'une ferme-usine de 1200 ou 1500 tourillons. Les chiffres varient. Alors voir une députée danser une valse avec un maire, ce n'est franchement pas très fréquent. Est-ce que votre entourage vous dit pas parfois, faut pas en faire de trop? Vous en faites trop? Oh non. Enfin, c'était vraiment pas pour être filmé d'ailleurs, parce que c'était dans l'ambiance. Il y avait une chorale, une vache à 1000 francs. Je trouvais ça plutôt amusant. Et non, bien sûr que non. C'était une marche festive. C'était pas non plus quelque chose de brutal. Donc non, je pense pas. Je pense moi justement que je suis proche des administrés de mon territoire. Qu'ils ont l'habitude de me voir et que du coup ça ne les a pas surpris. Je suis une femme comme une autre. C'est vrai que j'ai un mandat national, mais quand je suis sur le soutien de cette manifestation, je le fais aussi avec beaucoup de bonne humeur. Est-ce que ça veut dire que Corinne Imbert, quand on fait de la politique, quand on est une femme, on est plus dans le collimateur, soit des médias, soit des observateurs de la vie politique? C'est à vous qui vous le demandez. Non, je vous pose la question, vous. Je ne sais pas si on est plus dans le collimateur. On est observé de toute façon. J'ai l'impression qu'il faut qu'on montre que nous sommes capables aussi, parfois. Mais ça ne me gêne pas. Ça ne vous gêne pas? Non. Il n'y a pas de problème? Non. Bon, tout va bien s'il n'y a pas de problème. Véronique Massonneau non plus? Moi, la j'ai vie eu politique. quelques problèmes. Mais, ça s'est réglé votre problème à l'Assemblée nationale? Pas avec les journalistes d'ailleurs. Voilà. Mais c'est encore un problème parce que la parité n'existe pas. Mais bon, ça va s'arranger, je l'espère. Très bien, merci beaucoup mesdames d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site internet poitou-charente.france3.fr ou sur plus.fr ou encore sur notre application téléphone portable France 3 Région. Attention, c'est dans l'onglet Vos JT régionaux. La semaine prochaine, émission spéciale d'1 heure en direct d'Angoulême en plein festival de la bande dessinée. Une émission qui traitera des relations qui existent entre la politique et le monde culturel en général et de la bande dessinée en particulier. D'ici là, passez un très bon week-end et une excellente semaine. À samedi prochain.